Il y a quelqu'un que tu connais, le robinet qui fuit un dimanche soir, la voiture qui refuse de démarrer, le fichier corrompu à la veille d'une présentation. Cette personne s'arrête une seconde, regarde le problème, et quelque chose dans son visage change. Pas de la panique, quelque chose qui ressemble presque à de la curiosité. Et toi, tu es là à te demander ce qu'elle a que tu n'as pas. Dans les années 70, le psychologue Albert Bandura a découvert quelque chose qui change tout. Il a appelé ça le sentiment d'efficacité personnelle. Oublie le jargon académique, c'est simplement cette voix intérieure qui dit « J'ai déjà géré des choses difficiles, celle-là aussi je peux la gérer ». Pas de l'optimisme vague, une conviction solide construite par l'expérience. Et Bandura a découvert que cette conviction seule détermine combien de temps tu tiens face à un problème avant de lâcher. Pense à la première fois que tu as réparé quelque chose seul. Peut-être un vélo à 12 ans dans le garage de ton père, peut-être le chauffage en panne un soir de janvier, quand appeler quelqu'un aurait coûté 200 € que tu n'avais pas. Tu as bricolé, tâtonné, essayé, et à un moment, ça a marché. Ce moment-là, il ne t'a pas juste appris à réparer un vélo ou un chauffage. Il t'a appris quelque chose sur toi-même, que tu pouvais rester face à un problème sans t'effondrer. Bandura appelait ça une expérience de maîtrise, et ces moments-là s'accumulent. Ils deviennent une croyance de fond. Je peux m'y mettre. Il y a une deuxième pièce du puzzle. Le psychologue Julian Rotter a passé des années à étudier ce qu'il a appelé le locus de contrôle. En clair, est-ce que tu crois que ce qui t'arrive dépend de toi ou de la chance, des autres, des circonstances? Ceux qui ont un locus interne ne réussissent pas mieux parce qu'ils sont plus intelligents ou plus talentueux. Ils réussissent mieux parce qu'ils restent le plus longtemps avec le problème, parce qu'ils croient que leur effort compte vraiment. Et cette croyance-là, Rotter l'a identifiée comme l'un des facteurs psychologiques les plus robustes pour naviguer le stress, la déprime ou les moments d'incertitude. Imagine deux collègues, même bureau, même chef, même projet qui part en vrille un vendredi après-midi. Le premier regarde l'écran, soupire et dit « De toute façon, c'est toujours comme ça ici ». Il attend, il espère que quelqu'un d'autre va régler le problème. Le deuxième ferme son café, rouvre le fichier et commence à chercher où ça coince. Pas parce qu'il est plus compétent, pas parce qu'il a plus d'énergie. Parce que quelque part dans sa tête, il croit que s'il cherche, il trouvera. Cette différence-là, cette toute petite différence dans la croyance, c'est exactement ce que Rotter a passé sa carrière à mesurer. Mais il y a encore autre chose. Quelque chose que la plupart des gens ne voient pas quand ils regardent cette personne qui gère tout sans paniquer. Tu pourrais croire qu'elle est confiante, qu'elle sait que ça va marcher. Mais non, elle ressent la même incertitude que toi. Elle ne sait pas si ça va fonctionner. La différence, c'est ce qu'elle fait avec cette incertitude. Pour toi, ne pas savoir ressemble à une menace. Pour elle, ne pas savoir ressemble à un point de départ. Les psychologues appellent ça la tolérance à l'ambiguïté, la capacité à rester dans un problème dont tu ne connais pas encore la solution, sans t'effondrer pendant que tu la cherches. Pense à ce moment où tu bloques sur quelque chose, une fuite, une panne, un conflit au travail. La première réaction, c'est souvent de vouloir une réponse immédiate, que quelqu'un te dise que tout va bien se passer. Et quand cette réponse ne vient pas, l'anxiété prend le dessus. Tu passes la main, tu attends que quelqu'un d'autre s'en occupe. Celui qui sait toujours quoi faire, lui, il a appris à rester dans ce vide inconfortable, à travailler dans le brouillard, à avancer sans avoir toutes les réponses. Et c'est précisément dans ce brouillard-là que tout se construit. Il y a encore quelque chose que la science appelle la cognition incarnée. L'idée que le savoir ne vit pas uniquement dans le cerveau, il vit aussi dans les mains, dans les gestes, dans cette intelligence accumulée au contact répété des choses. Quelqu'un qui a passé des années à ouvrir, démonter, comprendre, ne stocke pas ses connaissances sous forme de manuel mental. Il stocke des sensations. La résistance d'un robinet trop serré, le son d'un moteur qui commence à fléchir avant de lâcher, l'odeur d'un circuit électrique qui chauffe trop. Ce savoir-là n'est pas dans le langage. Il est dans le corps. Et c'est pour ça que ces personnes peuvent diagnostiquer un problème qu'elles n'ont jamais vu, parce que les principes sont les mêmes. Une tension, une résistance, une logique qui peut être remontée.
Demande à quelqu'un comme ça comment il a su que quelque chose n'allait pas. Il va s'arrêter une seconde. Puis, il va dire « Ça ne sonnait pas juste. Ce n'est pas du vague. C'est une précision que le langage ne peut pas encore contenir. Les mains savent avant que les yeux vérifient. Mais il faut dire quelque chose d'important ici, parce que de l'extérieur, tout ce qu'on vient de décrire ressemble à de la force, et parfois, ce n'en est pas. Imaginez un enfant qui grandit dans un environnement où l'incertitude est constante et les réactions imprévisibles. Cet enfant apprend très vite quelque chose de précis. Si je règle le problème avant qu'il s'aggrave, je me sens en sécurité. Il devient celui qui anticipe. Celui qui répare avant qu'on lui demande. Celui qui ne laisse jamais une situation se dégrader. Parce qu'une situation dégradée, dans sa mémoire, ça a déjà fait très mal. Il grandit. Il devient l'adulte que tout le monde appelle en premier, compétent, fiable, toujours là. Mais à l'intérieur, quelque chose tourne encore en mode survie. Il y a des personnes qui ont appris à tout gérer, non pas depuis un endroit de confiance, mais depuis un endroit de peur. Leur système nerveux a décidé quelque chose de très simple. Je ne me sentirai plus jamais impuissant. Ce mécanisme-là, il porte un costume de compétence. Mais ce n'est pas la même chose à l'intérieur. Le signe qui trahit tout demande-leur de laisser quelqu'un d'autre gérer. Ils ne peuvent pas. Ils rôdent, ils surveillent, ils font des suggestions que personne n'a demandées. Parce qu'un problème non résolu autour d'eux ne ressemble pas à un problème non résolu dehors. Ça ressemble à quelque chose de non résolu à l'intérieur d'eux. Et puis, il y a l'autre, celui qui répare les choses depuis une vraie curiosité. Pour lui, l'espace entre « ça ne fonctionne pas » et « ça fonctionne » est l'un des endroits les plus intéressants qui soit. Pas pour le résultat, pour le chemin, pour le fait de comprendre quelque chose qui résistait. Passer du temps avec des gens comme ça change quelque chose en toi, parce qu'ils te montrent, sans même le vouloir, que ne pas savoir est un état temporaire, que ce qui est cassé n'est pas condamné. Alors maintenant, la vraie question, est-ce que tu es quelqu'un qui reste face au problème ou quelqu'un qui cherche la sortie dès que ça résiste? Pas un jugement, une observation honnête, parce que la réponse dit quelque chose de précis sur ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé dans les moments qui ont formé ta relation au problème. Et si cette approche te semble étrangère aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité, c'est une trajectoire. Et les trajectoires peuvent toujours être redessinées. Le sentiment d'efficacité se construit par l'expérience, par des petites choses de tenter et qui marchent. Tu as serré la vis, tu as passé l'appel que tu évitais, juste cette fois-là. Et cette fois-là, change quelque chose, souterrainement, silencieusement, une petite preuve de plus que tu peux y mettre. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, dans l'un ou l'autre de ces portraits, écris-le en commentaire. Est-ce que tu es quelqu'un qui répare ou quelqu'un qui attend que ça se répare? Et pourquoi selon toi? Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Chaque semaine, on décortique un nouveau comportement humain. Et si tu connais quelqu'un qui se reconnaîtrait dans cette vidéo, partage-la avec lui. Ça pourrait changer quelque chose.